sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar de girar como o meu coração. Je voudrais vous présenter M. Philippe Smans, auteur de... C'est ton premier livre, hein, Philippe? Oui, c'est hein? premier roman. Premier roman, la liste Alpha, qui est un roman contemporain, je crois, un peu voir. Et Philippe va parler de son livre avec Willy. Ils vont faire un petit échange où ils vont dire ce qu'ils vont dire que je ne connais pas et que je vais écouter comme vous. Et après Philippe, je viendrai parler de Soie et Métal, toujours avec l'assistance et la bienveillance de Willy. Et après cela, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser, parce que j'aime bien répondre aux questions. Voilà, je vous laisse la place. Merci. Donc, Philippe est ingénieur, donc il a un parcours académique aussi, il enseigne à l'ICHEC aussi, mais comme indépendant, il baroude un peu partout dans le monde aussi. Donc il a une connaissance des finesses de la technologie actuelle très pointue. Or, comme c'est un homme qui a déjà écrit beaucoup de choses, qui a déjà raconté beaucoup de choses dans son métier, il s'est dit, mais tout compte fait, moi je vois énormément de choses, de thrillers qui sont écrits, des romans qui sont faits, je pourrais peut-être tenter de prendre moi aussi la plume et de raconter peut-être des expériences ou une expérience en cours. Donc, on est maintenant dans l'intelligence artificielle et il a imaginé dans son récit que nous sommes peut-être trop nombreux sur Terre. Il y a peut-être un moyen propre pour assainir ou stabiliser. Et c'est là un petit peu qu'intervient donc ce fameux programme qui a été découvert par un personnage, dont Philippe va vous parler, programme qui sera peut-être convoité par des mauvais ou des méchants. Il y a mauvais et méchants, parce qu'il y a des nuances aussi. Et là, on part dans une recherche dans le monde entier, après chacun dans sa spécificité bien déterminée, quel est le meilleur dans ceci, quel est le meilleur dans cela. Et alors, le roman démarre de cette façon-là, mais on est déjà dès le départ avec une réunion qui se tient, où vraiment on est dans l'œuf du projet. Cette réunion, comment se déroule-t-elle? C'est une réunion de démonstration, en fait, du prototype du logiciel. Donc, à un moment donné, comme dans toute chose qu'on développe, il faut essayer, voir si ça fonctionne. Et le roman démarre au moment où on teste, on fait un premier essai de ce logiciel. Et on trouve les principaux protagonistes présents, un peu comme vous êtes ici. C'est un petit peu comme si nous disions, voilà, on met un écran et on va vous démontrer ce que peut faire ou ce que peuvent faire certains logiciels de dernière génération. Et il y a évidemment une certaine tension, parce qu'on dit, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça ne va pas fonctionner, quel va être le résultat? On est au début du roman, donc on ne connaît pas encore l'intrigue complète à ce moment-là, mais on peut déjà palper cette tension. Et ça, c'est la mise sur les rails de l'histoire. Alors, Philippe a découvert dans le cadre de sa carrière, où des cours très pointus, très ardus, il fallait quand même les faire avaler, les faire comprendre. Donc il a développé ce qu'on peut appeler le storyteller. Le storytelling, oui. Le storytelling, voilà. Et ça, tu peux développer un petit peu cette notion, cette finesse de pouvoir communiquer. Tout à fait. De transmettre. En réalité, à partir du moment où on aborde des sujets qui sont un peu plus ardus, que ce soit des sujets technologiques, des sujets financiers, des sujets organisationnels, on a une certaine dichotomie d'approche. Ou bien on prend l'approche classique, professeur d'université, qui va dérouler un ensemble de formules, un ensemble de concepts, avec toute une structure, thèse, antithèse, démonstration, conclusion, etc. Je peux vous garantir
que ça assomme les gens. Vous avez tous été étudiants, vous avez tous eu des professeurs qui avaient ce don magnifique de vous assommer. À l'inverse, vous avez probablement eu des professeurs qui avaient ce don magnifique de vous éveiller, quelle que soit la matière. Alors, on peut parler de mathématiques, de physique, de chimie, on peut parler de littérature, on peut parler de philosophie, de mythologie. Quelle que soit la matière dont on parle, il y aura toujours des gens qui vont éveiller l'intérêt chez vous, et il y aura toujours des gens qui vont simplement vous dégoûter de la matière. Bon, moi, j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs de mathématiques, etc., qui étaient extraordinaires, et qui ont éveillé chez moi ce goût-là. Alors, je suis un petit peu un électron libre, parce que Willy parlait des pôles Nord, pôle Sud. Moi, je suis véritablement au milieu, parce que j'ai eu toutes mes humanités, je les ai faites en latin grec. J'adorais. Moi, j'ai baigné dans cette culture littéraire, cette culture de mythologie, avec tous les grands auteurs. Et c'était ma passion. Simplement, en fin d'humanité, je me suis dit, bon, ok, ça s'est bien passé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Évidemment, tous mes professeurs me disaient, ouh là 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 là, il faut qu'il fasse le journalisme, il faut qu'il fasse la philologie romane, il faut qu'il fasse ceci, parce que simplement j'étais bon dans ces matières-là. Inversement, j'étais très mauvais en mathématiques aussi, à cette époque-là. Parce qu'en latin grec, en général, les professeurs de maths ne vous motivent pas très bien. Et donc, je me suis dit, bon, que faire maintenant? Il faut faire un choix. Et je voyais mes frères et sœurs qui, eux, étaient tous très brillants en mathématiques. Moi, j'étais le canard boiteux, mauvais en mathématiques, toujours, très bon en latin, en grec, en français. Et je me suis dit, ben là, il y a un challenge. Je vais relever le challenge. Je vais leur montrer que moi, je peux être bon en mathématiques aussi. Et alors, donc, je me suis orienté vers des études d'ingénieur, et ça s'est bien passé aussi. Mais pour en revenir à ce don qu'ont certains professeurs de vous transmettre et de vous faire prendre goût à une matière, moi j'ai constaté que ça dépend en grande partie du don de conteur du professeur. Un professeur qui vous raconte une histoire, parce qu'en mathématiques, en chimie, en physique, on peut vous raconter des histoires aussi. Il ne suffit pas de déblatérer des concepts, des formules, on peut raconter des histoires. Quand vous faites passer un concept en racontant une histoire, ce concept, il est accaparé par la personne à qui vous racontez l'histoire. La personne en fait sa chose à soi et prend goût. Inversement, si on fait passer les concepts sans raconter l'histoire, c'est beaucoup plus difficile de faire prendre goût. Et moi, j'ai donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai constaté ça. Ça m'a frappé, comme ça nous frappe toujours, et déjà quand on est enfant, quand on nous raconte des histoires d'enfants, les contes de Grimm, les contes d'Andersen, ce sont déjà des thrillers avant la lettre. Hein. Ce sont des choses qui scotchent les enfants. Les enfants sont parfois effrayés, ils endorment parfois mal la nuit, parce que simplement ils sont pris par l'histoire. Alors le storytelling, donc, c'est quelque chose que j'ai développé dans ma carrière professionnelle. Au fil de ma carrière, on a mis au point, avec certains de mes collègues, des techniques de storytelling dans le milieu académique, en entreprise également. On va en entreprise où on fait du storytelling, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires. Évidemment, bon, ce sont des histoires qui ont une finalité, c'est de faire passer un message. Mais c'est du storytelling. Et ce sont des techniques qui ont une puissance de frappe absolument invraisemblable. C'est vraiment très, 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 très impressionnant. Alors moi, j'ai pris goût à ça. Et comme l'a dit Willy, à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à véritablement maintenant raconter une histoire pour le plaisir de raconter l'histoire? Plus nécessairement pour démontrer quelque chose, pour faire passer un message, pour faire passer la pilule dans l'entreprise, parce que parfois le storytelling dans l'entreprise, c'est pour faire passer l'idée de choses un petit peu plus désagréables, des restructurations, des changements, des choses comme ça. Non, ici, c'est vraiment de se dire, bon, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à raconter une histoire? Évidemment, quand on souhaite raconter une histoire, on va forcément se brancher, disons, sur des choses qui nous passionnent. Alors ici, c'est en particulier ce que je trouve passionnant, et ça devrait
vous interpeller et vous passionner en tant que citoyen, c'est les dangers qui sont présentés par les nouvelles technologies. Donc je ne suis pas du tout paranoïaque, je suis simplement au courant de ce que peuvent faire certaines nouvelles technologies et je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont inquiétantes en matière de respect de la vie privée, dans d'autres domaines. Et en tant que citoyen, simplement, non, je ne suis pas un militant, je ne suis pas... Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un livre sur la technologie, hein, c'est ce qu'on appelle un thriller technologique. Alors, les deux mots sont rébarbatifs. D'abord, le mot thriller est assez rébarbatif, parce qu'on se dit, oh, un thriller, il va y avoir du sang, ça va être noir, ça va être violent, ça va être... Il n'y a pas beaucoup de sang et beaucoup de violence là-dedans. Thriller, c'est simplement un roman à suspense. C'est un roman qui présente une forme de suspense, c'est-à-dire que, bon, en général, d'après le feedback que j'ai, quand on commence, on aime bien aller jusqu'au bout parce qu'on est un petit peu préparé. C'est un roman à suspense. J'ai toujours été un petit peu surpris par le besoin qu'ont les gens de cataloguer les œuvres littéraires, de les mettre dans des cases bien précises. Ou bien c'est une saga, ou bien c'est ceci, ou bien c'est une nouvelle, ou bien c'est un roman à suspense, ou bien c'est ceci. Et dans ces catégories-là, le thriller est souvent considéré comme un petit peu de seconde zone par rapport à des livres comme ceux de Nia, par exemple, qui sont vraiment des livres à très très haute valeur sentimentale et littéraire. On sent derrière toute une saga humaine. Mais en réalité, un roman à suspense peut aussi se construire sur base de sentiments humains, sur base de ce qu'on peut ressentir, sur base de ce qu'on peut voir autour de soi, dans sa famille, en entreprise. Il y a des sagas familiales que moi j'appellerais des thrillers. Retour à Monte Chiaro, dont tu parlais, Nia, c'était un thriller avant la lettre, c'est un roman vraiment à suspense. Bon, ça se passe dans le cadre de grands événements familiaux, etc. Mais ce sont des thrillers. Alors ici, bon, moi je me suis dit, de toute façon, toute avancée, toute invention humaine, depuis l'aube de l'humanité, a toujours apporté du bon et du mauvais côté. L'invention du feu, l'invention du métal, de l'électricité, l'invention de l'atome, à chaque fois ces inventions ont apporté du bien à l'humanité et à chaque fois, certaines personnes ont utilisé ces inventions avec des intentions nettement plus néfastes. Donc c'est un petit peu la dichotomie du bien et du mal qu'on retrouve finalement normalement dans tout roman à suspense, qu'on retrouvait déjà dans la mythologie, ce combat du bien et du mal, on l'a tout le temps retrouvé. Donc je reprends cette thématique du bien et du mal, mais à la sauce des technologies modernes. Mais de nouveau, je peux vous assurer, pour ceux qui sont un petit peu, comment dire, qui ont une certaine allergie ou aversion à ce qui est technologique, c'est très léger la partie destruction technologique. J'ai été forcé au fil du développement du livre d'alléger. C'est la version publiée ici, c'est la 5e version. La première qui est publiée, mais j'avais écrit 5 versions auparavant, parce qu'à chaque fois... Développer. Ouais. Non, on va te croire, disait-on. Oui, je suis tombé dans le piège du fait que je suis professeur, et donc un professeur, il veut démontrer ce qu'il explique. Mais d'abord, ça faisait beaucoup plus de texte. Deuxièmement, ce texte était tout simplement imbuvable, et ça assommait le lecteur. Mon éditeur m'a dit, la première version que lui a reçue, qui était déjà la 2e ou 3e version, il m'a dit, écoutez, je me suis engagé à lire votre projet, je l'ai lu, mais je vous avoue, je me suis arrêté à la page 85 parce que j'étais assommé. J'étais assommé. Vous donnez des détails techniques, etc., ça assomme les lecteurs. Et ça, c'était déjà une 2e réaction. Il y avait déjà une première réaction venant du prix Filmtro, auquel vous avez participé. Et là, il y avait eu un retour aussi en disant, oui, mais ça fait que ça ne va pas, quoi. Donc, en toute humilité, puisqu'il a pris, je ne sais pas dans quel métier vous avez, mais être humble devant son job qu'on est censé bien faire et bien connaître,
se dire, tiens, je vais quand même couper telle branche, je vais couper ceci, je vais couper ça. C'est pas toujours évident, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose, vous vous dites, tiens, mais je vais retirer du sucre, ou bien si je vais retirer de la farine, voilà. C'est compliqué. Il a évidemment donc tenir compte de Pierre, Paul, Jacques, les différents aspects, et de pouvoir peaufiner et avoir l'essentiel malgré tout de l'ouvrage. Et l'éditeur, quand il m'a donné ce livre, a eu une phrase qui m'a vraiment marqué. Il ne suffit pas de dire « Oh, c'est trop lourd, il y a trop de descriptions techniques, etc. » Ça, sur les gens, bon, ça, je peux comprendre, mais il y a comprendre et vraiment se l'accaparer et être convaincu. Le même éditeur m'a dit « Mais vous décrivez, vous démontrez tout ce que c'est faire un logiciel. C'est pas nécessaire. On vous croit. » Et le « on vous croit », ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit « Mais il a raison. Un auteur qui raconte une histoire, par définition, le lecteur va croire ce qu'il dit, ou en tout cas se laisser embarquer par l'histoire. Il n'a pas besoin qu'on démontre les aspects techniques, etc. Donc le « on vous », ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais il a raison, il a raison. Et donc j'ai commencé à nettoyer, j'ai enlevé tout ça, etc. Et donc, du point de vue technique, maintenant, c'est devenu extrêmement léger. On retrouve l'essentiel de ce qu'on trouve dans tout roman à suspense. C'est-à-dire des sentiments, des bons, des mauvais. Justement, c'est ça qui est bien dans l'ouvrage en question. C'est la façon dont il va nous présenter la découverte des différents protagonistes de l'histoire. Comment va-t-on les trouver grâce à ce logiciel? Par exemple, un des personnages que j'aimerais bien que tu développes un peu, c'est ce jeune gamin mexicain, je ne sais pas, l'Amérique latine. Oui. Donc là, il est dans un bête perdu, et un beau jour, il y a un 4x4 qui arrive, c'est un type qui vient de la ville, et qui vient trouver ses parents pauvres, des parents pauvres. Ce sont des fermiers. Voilà, développe un peu ce personnage. Et donc, on vient trouver cette famille, et on dit aux parents, votre enfant, il nous intéresse. Bon, c'est un enfant qui vit vraiment dans la cambrousse. Hein. Votre enfant nous intéresse. Ah bon, pourquoi? Parce que nous avons un logiciel qui a détecté qu'il est le meilleur du monde en mathématiques. Ah, le garçon, il aide son père dans les champs, etc. Et c'est évidemment quelque chose qui est spectaculaire, mais qui est totalement réaliste au regard des technologies actuelles. Je peux vous garantir que les technologies actuelles permettent de détecter des talents chez quelqu'un sans même que cette personne ne soit au courant qu'elle a des talents, qu'elle a des prédispositions. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce roman n'est pas un roman de science-fiction. Tout ce que j'aborde, bien sûr, c'est abordé sous forme de questions, ça soulève des questions. Arriver à détecter que quelqu'un est le meilleur du monde dans une discipline alors que lui-même ne le sait pas, ça paraît fou. Ça n'est absolument pas fou du tout au regard des technologies actuelles. Tout ce qui est mentionné existe déjà en matière de technologie. À une exception près. Mais ça, je ne peux pas dire. À une exception. Mais les choses qui paraissent vraiment incroyables, en réalité, ne sont pas incroyables. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent paraître surprenantes. Et alors, évidemment, quand on campe ça dans une scène, avec un enfant d'une famille pauvre dans une région désertique du Mexique, et des gens de l'extérieur, de pays étrangers, viennent et disent « cet enfant-là, lui, il est le meilleur du monde dans le domaine des mathématiques pures », ça paraît vraiment fou. Oui, voilà, évidemment, on a un petit peu romancer les choses, mais le fond est totalement réaliste. C'est une fiction comme beaucoup de romans, mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est basé sur des choses qui vont... Et c'est tout comme... alors, pour ceux d'entre vous qui aiment la science-fiction, il y a énormément de films de science-fiction qui sont basés sur l'idée du futur, ou de la prédiction du futur. La prédiction du futur, ce n'est plus quelque chose qui est inenvisageable à l'heure actuelle. On a des logiciels déjà utilisés par la police dans certains endroits du monde qui prédisent les endroits où vont avoir lieu des crimes. Et ça fonctionne avec une fiabilité de 85%.
Donc, de nouveau, voilà ce que la technologie moderne permet de faire. Et à partir du moment où on s'est dit la technologie permet de prédire le futur dans certains domaines, la technologie permet d'identifier quel est le meilleur du monde dans un domaine, même si lui n'est pas au courant, ça soulève évidemment pas mal de questions. Et c'est un terrain extraordinaire pour des romans à ce moment-là. On peut vraiment se dire, ouais, là on peut broder une histoire, on peut imaginer une histoire vraiment sympathique et faire du storytelling. C'est la relation qu'il fait aussi avec un autre personnage, par exemple, dans cette forêt, il y a l'abattage des arbres. Oui. La façon d'abattre les arbres et ce qui tourne autour de tout ce phénomène d'abattage et cette recherche d'un champion en moto. En moto. Ouais. Quel est le lien? Eh bien, il en existe un. Tu peux un peu développer l'abattage d'arbres? Oui, ça c'est non, mais on est en plein dans la nature, on est là en pleine nature, il y a quelques types qui sont chargés de... Voilà. Mais donc, en fait, en vue de tester le logiciel, ils se sont dit, on va le tester dans 3 domaines différents. On va prendre les mathématiques pures, on va voir si le logiciel permet vraiment de trouver le meilleur dans le domaine. Alors, ce cas-là, il se trouve que ça tombe sur le fils d'un paysan dans une région retirée du Mexique. Bon, après. Deuxième domaine, qui serait le meilleur du monde pour piloter des motos? On va essayer de trouver ça. On fait tous les logiciels et boum, le logiciel nous amène au fin fond de la forêt indonésienne, dans un camp d'abattage, des bûcherons. Et voilà un jeune garçon qui abat des arbres. Et le logiciel dit, c'est celui-là qui est le meilleur du monde pour piloter des motos. Cet enfant n'a jamais eu une moto de sa vie, etc. Mais bon, c'est lui le meilleur. Tiens, comment on s'est fait dire? Et alors, en regardant cet enfant abattre les arbres, il y a des concours d'abattage, où on essaye que l'arbre tombe vraiment exactement dans une direction donnée, etc. Et on constate que cet enfant a une manière de sentir l'abattage d'arbres, la manière de couper, il tient compte de tellement de paramètres, il est capable de voir en fonction de la forme de l'arbre, dans quel domaine, dans quelle direction il va plutôt plier, où est-ce qu'il faut commencer à couper, est-ce que le vent a de l'influence, donc il tient compte de tellement de paramètres que potentiellement, si on lui met une moto de vitesse pure dans les mains, eh bien, cette appréhension des paramètres, de l'équilibre, du vent, de ceci, ferait qu'il serait le meilleur pilote de moto du monde. Et ça, le logiciel le détecte. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est complètement inenvisageable. Simplement, pour être un bon pilote de moto, il faut savoir maîtriser certains paramètres qui sont exactement ceux que arrive à maîtriser ce jeune bûcheron qui vit dans un endroit de nouveau complètement reculé. Enfin, c'est palpitant, je vous assure. Parce qu'encore une fois, mis à part qu'il y a le mot thriller, ou bien suspense, tout ce qu'on peut, mais c'est la découverte au niveau du monde, des pays qu'on va traverser. On voyage beaucoup. De la population. 24 destinations différentes. Voilà. C'est chacun des découvertes qui sont bien décrites quand on se découvre, quand on découvre cette zone d'abattage. On est là, on transpire avec eux parce qu'il y a encore quelque chose qui se passe. Mais là, je veux dire, j'ai beaucoup apprécié. Bon, quand tu démarres ton récit, tu as une rame de papier vierge, tu as l'ordinateur. Est-ce que tu as déjà le fil conducteur ou bien est-ce que tu découvres petit à petit le récit? J'ai l'idée de départ, oui, sûrement, elle est là, mais une idée de départ, ça tient en très peu de temps. Alors, sur l'idée de départ, je greffe une structure en disant, tiens, bon, voilà, je envisage bien d'abord tel événement, puis tel autre. À ce stade-là, j'ai encore rien écrit. Je n'ai pas commencé à écrire. Mais la structure, elle est dans ma tête. Donc, d'abord, l'idée de départ, elle est là depuis longtemps. Longtemps. Vraiment des années. Mais à la fin, tu ne l'as pas encore. Non. Tu n'as pas d'aboutissement. Non, absolument. Et puis on commence à construire une certaine structure, comme un enfant qui construit une maison avec des Legos. C'est exactement ça. En se disant, tiens, oui, je vais faire ça. Ah ben non, et puis on change un peu. Non, c'est pas bien, on va plutôt faire ça comme ça. Mais tout ça, c'est dans la tête. Et alors, à un moment, je commence à mettre la structure sur papier. Pas sur papier, sur ordinateur, mais c'est pas avec un traitement de texte, c'est dans un fichier Excel. Oui,
je mets simplement, tiens, je ferais bien un chapitre là-dessus, un chapitre là-dessus, un chapitre sur un petit garçon au Mexique, un chapitre sur un bûcheron en Indonésie, un chapitre avec une réunion où il teste aussi, un chapitre avec ça. Et puis alors, je joue avec ces chapitres, je change l'ordre, j'en rajoute, j'en supprime. Là, ça commence à être un petit peu plus structuré, mais j'ai toujours pas commencé le récit. Et puis à un moment, là, on s'y lance. Tout démarre en face de chez moi, il y a un bureau de police. Oui. Oui. Rue du collège à Ixelles, ça démarre. Donc on est en Belgique aussi. Là, ça se passe en partie en Belgique. Et notamment à un commissariat de police en face d'où habite Willy. Donc on est bien. C'est mon beau-frère. Oui, oui. Donc on est bien ancré dans le réel là. Oui. Il y a une partie de l'intrigue qui se passe du côté de la rue Louise à Bruxelles. Alors je vais vous révéler un peu la quatrième de couverture. Donc c'est un fils de paysan pauvre dans une région isolée du nord-ouest du Mexique. Une jeune femme rwandaise rescapée du génocide des Tutsis. Un jeune bûcheron dans un camp d'abattage au fin fond de la forêt indonésienne. A priori, rien ne semble relier les destinées de ces trois personnes. Et pourtant, il y a un point commun, un logiciel super puissant testé par une société multinationale. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, ce qui amène le patron de l'entreprise informatique à imposer à son chef de projet le gel de l'expérimentation. Un groupe écologiste radical parvient néanmoins à subtiliser le logiciel et entreprend de l'utiliser afin de parvenir à ses fins. Un plan démoniaque se met dorénavant en place. Alors le jeune chef de projet, donc Patrick Doyle, est désormais engagé dans une course-poursuite désespérée afin d'éviter un cataclysme planétaire. Et devant l'ampleur de la menace, les services secrets du monde entier se mobilisent. Mais une responsable du groupe terroriste parvient à se... Il y a une responsable, donc il y a peut-être encore d'autres choses qui vont venir, qu'on n'a pas abordées, parvient à se fondre dans la nature et à relancer le combat fanatique. Le face-à-face entre Patrick Doyle se révélera impitoyable. Bonne nuit. Si vous avez des questions, c'est effrayant, hein, quand même. Hein. C'est effrayant, quand même. Ah oui, mais c'est logiciel, ce sont les humains qui vont y considérer. Bien entendu. Et alors, ce logiciel, il prend le pas sur les humains. Il a sa propre vie ou pas? Ah non, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise, oui, ce n'est pas... Alors, on va quand même, l'humain, quand même, dans le même je crois. Pour l'instant. Pour l'instant. Je n'ai pas entendu, mais je vais lire. Je n'ai pas entendu, mais je vais lire. Parce que j'ai lu d'autres livres sur le sujet, mais là, non, pour l'instant, l'intelligence artificielle soulève des questions terribles. Oui. Il y a la dame. Oui, madame. Vous parlez de pays, vous les avez visités tous les 24 ? Un peu plus de la moitié. Ceux qui sont décrits le plus en détail sont des pays où j'ai été. Donc il y a toute une partie qui se passe à Bruxelles, en Suisse. J'ai vécu en Suisse pendant quelques années, etc. Donc ces endroits-là sont décrits vraiment sur base de ce que moi je connais des pays. L'autre moitié, je m'en suis inspiré soit parce que il y a des choses qui m'ont impressionné, même si je n'y ai pas été, par exemple la scène dans le camp d'abattage dans la forêt indonésienne. Je me suis vraiment inspiré des scènes qu'on voit dans Apocalypse Now, dans la jungle, qui sont des scènes qui m'ont véritablement frappé, parce que le rendu de Francis Ford Coppola dans ces scènes dans la jungle, oui, je crois que c'est au Vietnam. Oui, c'est Marlon Brando. Le rendu de ces scènes dans la jungle est tel qu'on a l'impression de sentir la sueur qui nous coule, on a l'impression de sentir les odeurs, etc. Alors moi, ce sont des scènes que j'ai regardées plusieurs fois pour m'inspirer véritablement de ce genre de scènes-là. Et alors dans d'autres endroits, c'est simplement Google Earth et on zoome sur un endroit et puis on regarde à quoi ça ressemble et ça donne de l'inspiration. Et voilà. La technologie, ça a du bon, hein? Pardon? La technologie, ça a du bon. Oui, non, c'est fantastique. C'est fantastique. Alors ça ne remplacera jamais le fait d'y aller soi-même parce que on n'a pas les 5 sens, hein, on n'a que la vue. Mais bon, ça peut donner une source d'inspiration. Et est-ce qu'il y a un lien entre les trois personnages? Oui. Il y a un lien. Oui. Vous avez dit, France.
Et j'attire aussi votre attention, c'est qu'on a quelques petits contacts privilégiés dans le monde de la littérature, et un de nos amis a lu le manuscrit, avant parution, on lui a demandé, tiens, est-ce que ça tient la route, est-ce que, voilà. Le plus terrifiant, c'est que ça pourrait être vrai. Et c'est Yann Manogue, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un grand maître du polar. Il a écrit toute une série de livres aussi qui se déroulent en Mongolie, qui sont à découvrir aussi. Yann Manogue, un monsieur hyper charmant, un peu baroudeur, comme ça, qui a travaillé, lui, dans la communication pendant toute sa vie. Et puis il arrive à l'âge de 60 ans, il fait aussi peu qu'on le fait. J'ai assez bourlingué, j'en connais assez bien, et j'écris. Il a écrit la trilogie Yerul Delger. C'est quand même le nom de son héros. Pourtant, ce sont des choses qui sont en littérature très bien. C'est pas de l'eau rose. Mais ce sont des... C'est bien, j'entends pas. Et j'ai beaucoup On vous apprécié. écrira tout ça. Oui. Eu sei que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar